Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La vie symbolique avec Jonathan Pajot et Jean-Philippe Marceau. Aujourd'hui, avec l'automne puis le mois d'octobre qui arrive, j'avais envie de commencer à parler de monstres. Il y aurait moyen de faire plusieurs épisodes vraiment sur les monstres parce qu'il y a tellement de genres de monstres. Mais on va commencer par un genre de duo qui est intéressant, là, quand on parlait disons, des monstres du haut puis des monstres du bas. Fait que pour commencer avec les monstres du haut, un bon exemple de monstres du haut, c'est les vampires, parce que c'est des créatures qu'on peut décrire comme les monstres de l'aristocratie. C'est arrivé, justement, le mythe des vampires, je pense que c'est devenu assez populaire avec Bram Stoker, comme fin du 19e siècle, dans le temps de Marx environ, quand il y avait des idées révolutionnaires qui apparaissaient, où on voulait voir l'aristocratie comme des gens qui font juste, disons, prendre le potentiel des gens sans rien leur redonner. Euh, j'ai même pris une citation de Marx que je t'avais vu utiliser dans une vidéo en anglais, Jonathan, là. Marx qui disait, le capital est semblable le capital est semblable au vampire, ne s'anime qu'en suçant le travail vivant et sa vie est d'autant plus allègre qu'il en pompe davantage. Tu avais ça dans l'imagination des gens, là, où de la même façon qu'un vampire va prendre, disons, le potentiel chez les gens sans rien leur redonner, ben, il y avait une vision de l'aristocratie ou de la noblesse ou les bourgeois comme faisant aussi juste ça, c'est-à-dire de piquer du potentiel aux gens dessous. Oui. La première chose peut-être qu'on peut dire, avant que je parle un peu des vampires, c'est que c'est juste de l'idée pour les gens de comprendre c'est quoi un monstre en général. C'est-à-dire qu'un monstre, c'est une image de l'extrême, c'est une image de la limite. Fait qu'à cause de ça, les monstres, ils vont avoir plusieurs caractéristiques. Souvent, ils vont être des identités hybrides, c'est-à-dire le mort-vivant, par exemple, ou bien le loup-garou, ou bien, pardon, toutes sortes d'identités qui sont hybrides entre deux catégories. Mort-vivant, c'est le plus fort là, parce que c'est vraiment quelque chose qui est à la limite entre la mort et la vie. Mais c'est aussi caractérisé par l'extrême. Alors, par exemple, le géant, le nain, c'est toutes des choses où il y a trop de quelque chose ou pas assez de quelque chose. Puis le vampire, c'est une image de l'extrême, une vision d'une créature qui est ni vivante ni morte ou à la fois vivante et morte. Fait que dans ce sens-là, c'est une image de la limite aussi. Mais le vampire, il a la caractéristique particulière d'être une sorte de version perverse de la hiérarchie, c'est-à-dire, comme Jean-Philippe a parlé, que parce que dans une hiérarchie normale, tu as ce qui est en haut qui prend de ce qui est en bas. C'est normal. De taxer les gens pour pouvoir faire des choses. Ça, des fois, on trouve ça un peu tyrannique, on trouve ça un peu bizarre, mais c'est la même chose si toi, tu travailles dans une équipe, puis là, tout d'un coup, tu as des gens qui font différents aspects du travail dans une équipe. Bien, le but de l'équipe prend le potentiel de l'équipe pour accomplir sa raison. C'est totalement normal pour une hiérarchie de prendre la potentialité de ce qui est dessous dans le but d'accomplir quelque chose de plus élevé. Mais dans la version du vampire, c'est vraiment une tyrannie totale, c'est-à-dire que le vampire ne fait que prendre puis il ne redonne pas. Dans une hiérarchie normale, la partie en haut va redonner soit des soins, soit une identité, soit une défense. C'est toutes des choses qui sont liées à l'identité aux gens en bas. Fait que nous, notre gouvernement, il nous prend des taxes, mais en retour, il nous construit des routes, il gère les infrastructures, des services, etc., etc. Mais le vampire, c'est vraiment une version extrême de ça. C'est pour ça aussi que l'imagerie du vampire, surtout l'imagerie de Dracula avec son tuxedo, très, très, très aristocrate dans un château, tout ça, c'est pour amener cette image-là là, d'une hiérarchie perverse, disons. On peut aussi prendre un exemple comme très près de nous, là, c'est-à-dire dans notre propre corps, là, où il y a cette relation-là aussi entre notre tête et notre corps, où le, nos membres, notre corps, c'est du potentiel pour notre tête, puis ça fonctionne très bien tant que la tête va aussi redonner ce qu'il faut au corps, justement, là, où, je sais pas si, euh, Mais si tu ne si- dors pas, c'est un bon exemple. ouais, Disons que tu veux utiliser ton corps, mais toi, tu dis, ta volonté te dit, OK, mais je ne vais pas dormir, je ne vais pas dormir, je ne vais pas dormir, à un moment donné, ou je ne vais pas manger, ou je ne vais pas redonner à mon corps ce qu'il a besoin pour se rafraîchir, pour se redonner des forces. Puis à ce moment-là, mon corps, il va juste cesser de fonctionner. Là. Je vais même au-delà d'un vampire, je vais comme prendre toute
tout mon potentiel, puis je vais devenir émacié, je vais devenir un genre de mort-vivant. Là. Mm. Puis un autre, je sais pas, y a-t-il quelque chose avec vraiment disons, la figure des morts-vivants eux-mêmes? Là, parce que de parler de la figure émaciée, je sais pas, le fait qu'il soit tout blanc, euh, le fait que il y en a qui Oui, mais la peuvent. blancheur, c'est super important parce que la blancheur, c'est une image de l'aristocratie. Mhm. C'est comme une image de pureté, disons, la blancheur, mais ça peut aussi être une image de pureté qui perd le contrôle. Tu sais, un exemple que j'ai déjà donné par rapport à ça, je ne sais pas si je l'ai donné en français, mais c'est que dans la Bible, il y a une histoire où la sœur de Moïse est fâchée avec Moïse parce que Moïse a une femme éthiopienne. Fait qu'il y a quelque chose, elle est une étrangère, il est fâché parce que son frère a une femme étrangère, aussi parce que l'Éthiopienne, elle est sombre. Fait que, il y a comme un jeu de mots même dans l'histoire. Puis la conséquence de ça, c'est que la sœur de Moïse va attraper la lèpre, mais la lèpre, dans la Bible, c'est décrit comme sa peau va devenir blanche comme la neige. Puis à cause que c'est comme un excès de pureté qui fait que tu n'es pas, comment je peux dire, tu n'es pas bien connecté avec la corporalité, disons. Fait que l'idée que les vampires soient blancs, c'est relié aussi à ce genre un peu l'idée du fantôme aussi, là, un manque Ouais. Manque de corps, de manque de potentiel. corps, disons, oui, exactement. Ouais, Un manque de ouais, corps connecté, là. ouais, ouais. Puis on le Manque voit de aussi. chaleur, c'est Ouais. comme aussi, il est froid, il est dans ce sens-là. Là. Puis il y a aussi un truc de séduction, là, aussi, où tu sais, le vampire va séduire des gens sans les marier non plus, là. C'est l'idée d'aller juste comme piquer le potentiel, mais pas de faire une union fructueuse, hein. Oui, mais c'est ça. Tu peux imaginer ça aussi comme une sorte de, surtout dans l'idée du vampire masculin, là, le Dracula. Tu vois que c'est comme une perversion aussi de la masculinité, comme la capacité de séduire, disons, le féminin ou de séduire les gens. Mais finalement, ben, comme un leader pourrait faire ça aussi, là, comme un Mhm. chef dans une équipe, quelqu'un qui est complètement un genre de sociopathe. Il peut comme séduire les gens dans son dans son identité, mais après ça, c'est ça, il va juste les utiliser à ses fins puis les laisser les laisser sur le bord de la rue. Là. Mhm. Ouais. Puis il y a plein de petites images intéressantes avec le vampire, puis il y en a plusieurs que je comprends pas, là. Mettons, pourquoi est-ce que le vampire peut se transformer en chauve-souris? C'est quoi l'association qu'il y a dans plusieurs mythes au moins de La vampires? chauve-souris. Ben, Ouais. la chauve-souris, il y a plusieurs aspects avec la chauve-souris. C'est sûr que la Mhm. chauve-souris, c'est relié avec la noirceur, mais Mhm. la chauve-souris, c'est aussi une sorte, c'est un oiseau qui est un monstre. Parce que on est tellement tendance à penser dans les catégories modernes, mais disons, Mhm. dans la Bible, là, ou dans le monde ancien, une chauve-souris, c'est un oiseau. C'est un Mhm. oiseau pas parce qu'il y a un lien génétique avec les autres oiseaux, mais c'est un oiseau parce qu'il vole, tout Mhm. simplement. Alors, tu as une sorte de. Fait que tu peux imaginer que tu as comme une créature qui est dans les airs, qui est en haut, là, comme les oiseaux, comme les anges, tout ça, mais qui est vu comme une sorte de parasite. On a l'idée de la chauve-souris qui suce le sang des Mhm. animaux, ou même à la limite des êtres humains. C'est pas vraiment quelque chose qui se passe dans les faits, mais l'image de la chauve-souris qui vient comme un prédateur sur les animaux la nuit. Fait que c'est comme une perversion de la masculinité aussi, là, un principe spirituel, comme un démon dans le fond. C'est pour ça qu'il y a un Mhm. lien entre les chauves-souris et les démons, la façon qu'on représente les démons. Souvent, c'est avec des caractéristiques de chauve-souris, parce que c'est quelque chose qui est dans les airs, qui est une principauté, mais qui est comme une principauté qui est monstrueuse, hein, qui est comme pas, qui est pas légitime ou qui est comme hybride ou qui est comme. Parce que Mhm. quand tu vois la chauve-souris, ça n'a pas de l'air d'un oiseau. Tu sais, je dis, ça a une gueule Ouais. de souris, ça a une gueule de mammifère, mais avec les ailes qui le font voler. Fait que, tu sais, le dragon, le démon, toutes ces images-là, c'est relié avec la chauve-souris. Hein. Mhm. Ouais. Puis tu as quelque chose aussi avec le fait que tu sais, ils sortent la nuit, puis les vampires peuvent même pas sortir le jour, puis les chauves-souris qui peuvent même pas voir en général, ils peuvent juste comme entendre, là, se déplacer par écolonisation. Mais c'est quoi le truc? Pourquoi est-ce que les vampires peuvent pas sortir pendant le jour? Pourquoi est-ce que le soleil est dessus? Oui, c'est ça, mais ça a le rapport avec la lumière. Tu sais, ça a le rapport, tu pourrais dire que ça a le rapport avec une genre de fausse identité. Tu sais, une identité qui n'est pas réelle ou qui est illusoire ou qui est comme. Tu sais, imagine aussi quelqu'un comme ça, comme un genre de personne qui truque les autres ou qui séduit les autres dans un projet ou dans un truc pyramidal, disons. Là, ça, c'est un bon exemple. Tu sais, OK, Mhm. il va Ouais, attirer des ouais. gens dans son truc pyramidal. Puis là, finalement, tout ça, ça monte vers en haut. Tout le potentiel monte vers en haut. Puis les gens en bas, ils ne reçoivent rien. Ça, c'est une image de vampire. Mhm. Mais alors, la façon de régler ça, c'est de mettre de la lumière dessus. C'est de révéler
le côté monstrueux ou révéler le côté néfaste de cette chose-là. Puis c'est ça qui va régler le problème. Fait que c'est un peu ça l'idée aussi que le vampire, si tu mets de la lumière sur lui, il va mourir. Puis c'est la même chose aussi avec l'idée du pieu, là. C'est-à-dire, il faut comme que tu fixes le monstre, là, parce que c'est aussi le problème d'une identité extrême là, qui est comme hybride entre deux catégories, fait qu'il est mort-vivant. Fait que là, il faut comme tu décides de quel bord qui tombe. C'est comme tu le fixes dans la tombe avec un pieu aussi qui a rapport avec la lumière. Un pieu puis la lumière comme un axe ou un centre, puis en plus c'est dans son cœur. C'est comme si en donnant un centre au vampire, c'est le contraire d'une personne normale, ou en donnant un centre à une personne, tu lui donnes tout son sens. Là, tu le fais participer au monde. Mais vu que le vampire il est une identité illusoire, il est comme un mensonge, bien là, lui donner un centre, mettre la lumière dessus, toutes des choses qui devraient être bonnes, en fait, c'est ça qui va le tuer, qui va tuer son aspect vampire parce que c'est un mensonge. Même chose pour la croix, j'imagine, le fait que les vampires soient repoussés par la croix, là, comme l'idée de... Là où la croix, le pieu, la lumière, c'est toutes des images de la même chose. Tu peux imaginer une croix aussi, c'est un pieu. Là. L'idéal, ça serait un pieu en forme de croix. Là. Ça serait idéal pour un vampire. Il y a en plus l'idée de sacrifice de soi que tu as dans la croix, que tu n'as pas dans le vampire. Là. Justement, aussi, le vampire qui est un leader qui prend tout sans rien redonner. Là, ben, la croix, c'est le leader précisément qui fait le contraire. Fait que c'est normal que ça repousse automatiquement le mort-vivant. Là. Oui, c'est comme si tu peux imaginer le vampire comme un antichrist, dans le sens où, au lieu de sacrifier lui-même pour les autres, il sacrifie tout pour lui. Il est prêt à tout dévorer, tout tuer pour qu'il puisse continuer de survivre, qui est en fait le contraire, vraiment totalement le contraire de la vision chrétienne de c'est quoi être un homme ou c'est quoi être un chef. Ouais. Puis, tu sais, tu as même dans l'Eucharistie aussi, là, comme une inversion, là, parce que dans l'Eucharistie, on va boire le sang du Christ. Ben, on fait ça sans tuer le Christ, puis c'est pour nous donner la vie, mais c'est le contraire dans le cas du vampire qui va aller comme sucer le sang des De gens tout le autour de monde. lui sans rien leur donner. Ouais. Exactement, c'est exactement. Puis, tu sais, je pense aussi le fait que le vampire, l'image du vampire dans l'imagination occidentale, c'est fait, c'est sûr, dans un contexte chrétien, bien, toutes ces images-là, ils viennent ensemble pour comprendre que c'est pour ça aussi que l'aspect sacré vient tuer le vampire. C'est le côté sacré, la croix, l'Eucharistie, dans l'histoire de Dracula, d'ailleurs, qui a été écrit par un protestant. Là, il ne savait pas comment ça marche l'Eucharistie, c'est clair. Là. Mais genre, il met des morceaux de l'Eucharistie comme dans la maison. Il dit jamais qu'un prêtre te laisserait faire ça. Là. Mais, il ne comprenait pas comment ça marche, mais ça dit, peu importe s'il a bien compris comment ça marche de façon liturgique, mais c'est l'idée de dire que l'eau bénite, la croix, toutes les choses qui sont sacramentelles vont venir détruire ou tuer ou repousser le côté vampire ou le côté parasite de l'autorité qui est possible, qui existe, qu'on a plein d'exemples de ça aussi. Puis on a comme aussi des fois des tendances, pas aussi extrêmes que le vampire, mais il peut avoir des tendances plus mitigées de ça. Là. Une des façons les plus drôles que j'avais entendu de me débarrasser d'un vampire, j'avais entendu dans une vidéo que tu avais fait en anglais là-dessus, de garocher des allumettes, puis le vampire ne pourra pas s'empêcher de les compter. Oui, ça, c'est une des plus anciennes traditions des vampires. C'est comme, là, tu peux voir, c'est super intéressant de penser que c'est pas obligé des allumettes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des haricots ou des roches. Si tu lances une multiplicité devant le vampire, bien là, lui, il est obligé de toutes les compter. Puis là, c'est là que tu peux voir l'excès d'ordre, de dire que le vampire, en fait, c'est vraiment un extrême de l'autorité ou un extrême de l'aristocratie. Puis dans cette tradition-là, c'est là que tu le vois le mieux, c'est-à-dire il ne peut pas laisser le potentiel. Il faut qu'il le compte. T'sais. Puis même, c'est la même chose pour l'idée de dévorer les gens. Il ne peut pas laisser la personne avec son propre potentiel. Il faut qu'il se l'approprie. Fait que tu peux comprendre ça comme n'importe quel système qui essaye de tout compter là, ou qui essaye de tout légiférer là, sans laisser des marges ou sans laisser un aspect chaotique sur les frontières. Un exemple vraiment intéressant récemment là, qui est super fascinant. En Roumanie, par rapport à la situation en ce moment, là, la situation de pandémie, dans le château où supposément où Dracula existe, ils ont fait tout un truc pour encourager les gens à recevoir le vaccin. Puis l'imagerie qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis les dents du vampire, c'était des seringues. C'est super intéressant. Puis toute l'idée, c'est super intéressant, l'idée avec la COVID, l'idée de dire que tout le monde doit
être. Mhm. Il faut que Dans le ça soit tout système. le Ouais. monde dans le système. Tout le monde doit être compté, tout le monde doit être tracé, tout le monde doit recevoir cette marque-là. Puis là, tu vois, en fait, qu'avec l'idée du symbolisme du vampire, comme celui qui est obligé de tout compter, ça marche trop bien, là, de façon gênante pour les gens qui ont osé utiliser cette imagerie-là pour promouvoir leur truc, là. Ouais, le symbolisme apparaît. Ouais, Le symbolisme se manifeste. Ouais. se manifeste. Ouais. Puis, mais il y a d'autres aspects aussi aux vampires que je comprends pas très bien. Là, mettons, je sais pas si tu avais trouvé finalement pourquoi les vampires sont repoussés par l'ail aussi. Oui, mais ça a le rapport, ouais, ça, j'étais comme pas totalement certain de ça, mais ça a le rapport avec l'idée que l'ail, c'est comme un truc qui est, comment je peux dire, qui est comme désinfectant un peu, là, tu sais, que Mhm. c'est un astringent, là, c'est Ouais. quelque chose que tu peux utiliser pour désinfecter les plaies, que tu peux utiliser pour purifier, disons, quelque chose. Puis finalement, ça a le rapport avec ça. C'est comme Euh, la lumière au final. c'est un peu la lumière, exactement. C'est comme une vraie purification qui élimine ce genre de fausse Mhm. purification, la fausse pureté que représente le vampire, là. Mhm. Un autre aspect, là, je suis comme toujours en rafale là, à essayer de Ouais. comprendre différents aspects parce qu'il y a tellement d'images autour de ça, mais pourquoi est-ce que les vampires n'ont pas de réflexion? Pourquoi ils ne sont pas reflétés dans le miroir? Mais c'est Ouais. pour la même chose parce qu'ils sont une fausse lumière. Hmm. Et ils ont une fausse lumière. Fait que là, l'idée qu'ils ne reflètent pas, hein, le miroir ne reflète pas leur image, c'est juste une autre version de ça, de dire qu'ils sont comme une fausse autorité, une fausse lumière, un Mhm. mensonge finalement. Mhm. Ça aurait pu avoir d'autres formes, mais cette forme-là, c'est une bonne façon de le manifester, là. Ouais. Puis la dernière image que j'avais en tête, c'était le fait qu'il faut inviter le vampire, qu'il ne peut pas rentrer par lui-même, là. Ou c'est comme s'il fallait quand même que le potentiel acquiesce à se faire gober par le vampire, peut-être. Oui, mais ça, tu sais, je pense que ça a le rapport un peu avec l'idée des démons en général. Mhm. Et l'idée des démons en général, c'est que un démon ou une influence comme ça n'a pas de pouvoir sur toi à moins que tu lui donnes la capacité de l'avoir. C'est-à-dire que leur pouvoir, vu que leur pouvoir il est faux, c'est pas un vrai pouvoir, bien, à ce moment-là, il doit utiliser ta volonté ou ton pouvoir comme le parasite qui est. Tu Mhm. sais, il va utiliser ta volonté pour se manifester, en fait. Mhm. Puis, tu peux voir ça comme n'importe quelle obsession qu'on peut avoir ou n'importe quelle. Pense à tu peux avoir des obsessions, disons, ou des mauvaises habitudes qui agissent comme des vampires, qui Mhm. vont comme prendre ton potentiel, puis au début, tu peux avoir l'impression que ça te donne quelque chose, mais rapidement, tu réalises qu'en fait, ça fait juste prendre de toi. Puis là, tu deviens comme un esclave de cette chose-là, mais tu ne reçois plus rien. Pense à, pense à comme une personne qui prend de la drogue ou qu'un alcoolique qui, à un point où il est obligé de prendre de l'alcool juste pour être normal. Que c'est même plus pour comme être intoxiqué. S'il ne prend pas d'alcool, il va shaker, il va être malade, Mhm. il va être. C'est un peu cette idée-là là, d'une genre de tyrannie sur ta volonté qui utilise ta volonté parce qu'en réalité, elle n'a pas son propre pouvoir. Mhm. Ouais. Ah, c'est bon, c'est très cohérent. Puis je pense que ça fait pas mal le tour pour le vampire. À moins que tu aies quelque chose à ajouter là-dessus, on pourrait aller vers les monstres du On va bas aller à vers la les fin. monstres infernales, les monstres en bas, disons. Ouais, exact. À l'inverse, disons, du monstre aristocratique du vampire, ben, les monstres, disons, les monstres du bas, les monstres du potentiel, comme là, il va y avoir par exemple les elfes, les nains, des gobelins, des créatures qui travaillent dans le noir, là, qui travaillent dans le potentiel, puis qui vont souvent construire des choses. Par exemple, les nains qui sont associés à la technologie, à la métallurgie. Dans, chez les dieux grecs, tu as Héphaïstos, qui est comme un forgeron là, qui va comme construire des choses comme dans le potentiel, comme dans une genre de forge infernale. Euh, Puis dans toutes ces figures-là, là, c'est le contraire. Là. Au lieu que ce soit, disons, comme le vampire, un pattern qui va aller comme gober du potentiel, c'est plus des gens qui vont interagir avec des créatures comme ça, qui sont au bas de la chaîne, qui sont dans le potentiel, mais qui vont se faire jouer des tours. Il y a comme une malice souvent qui va se passer là-dedans. C'est ça, c'est-à-dire que les créatures d'en bas, eux, c'est vraiment le côté dangereux dans le sens de faut que tu fasses attention parce que ça va se tourner contre toi. C'est comme la technologie, en fait. Les monstres d'en bas, ils sont connectés avec l'idée qu'on a de la technologie, c'est-à-dire que c'est des travailleurs, ils peuvent travailler pour toi, en fait. La majorité de ces créatures-là, les nains, les pocs, euh, par exemple, dans les traditions médiévales, tu avais l'idée là, d'une genre de créature comme les lutins dans l'histoire du, Du cordonnier?
cordonniers et les lutins, c'est-à-dire qu'il y a comme des petits monstres qui arrivent, puis là, ces monstres-là, ils travaillent pour lui. T'sais. Fait que là, tu peux le comprendre comme la potentialité elle-même. La potentialité elle-même, elle a son côté utile, mais si tu ne fais pas attention avec la potentialité, bien là, elle va te truquer puis elle va te surprendre. T'sais. Comme la technologie elle-même peut faire ça pour nous, c'est-à-dire on se laisse aller dans la technologie, puis là, tout d'un coup, on réalise que c'est nous. On pensait que c'est la technologie qui était notre esclave, puis on réalise que c'est nous qui est l'esclave de la technologie, ou bien la technologie, on met notre confiance dans quelque chose, puis la chose, elle brise, puis là, on ne sait plus quoi faire parce qu'on a mis notre confiance dans cette affaire-là. T'sais. Fait que ça, c'est un peu l'idée des monstres infernales. Souvent, souvent, c'est assez intéressant, par exemple, dans l'histoire du lutin et le forgeron. Ça, c'est vraiment, là, je vais vous donner un genre de mystère qui ne devrait peut-être pas être dit, là, mais c'est la façon dont la potentialité, elle peut travailler pour toi de façon implicite. Fait que là, les lutins, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent pour le cordonnier. Puis là, le cordonnier, il les regarde, puis à un moment donné, la femme du cordonnier a dit, ben, on devrait leur donner quelque chose. Jusqu'à maintenant, les lutins, ils n'ont rien demandé. Mais là, la dame a dit, on devrait leur faire des nouveaux vêtements, parce qu'on voit que leurs vêtements comme, ils sont pas beaux, sont brisés et tout. Fait qu'elle fait des nouveaux vêtements, puis là, aussitôt que les lutins reçoivent les vêtements, ben là, ils disent, ah, c'est bon, ils prennent les vêtements, puis ils s'en vont, puis ils ne font plus jamais de travail pour le cordonnier. Fait que tu dis, OK, c'est quoi qui se passe dans cette histoire-là? Tu sais, ça semble vraiment étrange, mais tu peux vraiment le comprendre comme une façon que tu pourrais le comprendre dans toi-même, c'est imagine quelque chose que tu aimes vraiment faire. Je ne sais pas, moi, faire des dessins, faire de la peinture, faire la cuisine et tout. Quelque chose qui vient comme naturellement puis que tu agis comme ça de façon, c'est comme si le potentiel agit pour toi, puis ça te donne un certain plaisir. Puis là, tout d'un coup, imagine que là, tout d'un coup, tu fais ça comme un travail. Bien, pour beaucoup de personnes, il va y avoir vraiment une transformation où là, tout d'un coup, la chose qui te donnait, qui était comme naturelle, qui te donnait du plaisir, là, tout d'un coup, elle va devenir une tâche. Puis elle va être attachée à une sorte de valeur concrète auquel elle n'était pas avant. Puis ça va commencer à agir contre toi. Fait que tu peux imaginer la même chose. Imagine que tu as, je sais pas moi, tu as une cause dans une église, n'importe quoi. Puis là, tu as plein de volontaires, les volontaires font des choses. Puis là, Mané, tu décides, OK, ben là, on va payer les volontaires. Puis tu dis, on va les payer. Puis là, quand tu commences à les payer, ben là, il dit, ben là, OK, là j'ai fait mes heures. Là. Tu comprends? Tu sais, c'est vraiment, c'est très, c'est une réalité qui existe vraiment dans le monde. Là, ça parle de ça. Mais en général, les monstres comme ça, c'est de ça qu'ils parlent. Puis souvent, c'est comme des hordes. Fait que quand tu penses au niveau de la potentialité qui parle le contrôle, tu peux l'imaginer comme les hordes, là, comme dans le Seigneur des Anneaux, les orques qui sont sombres, qui sont sales, qui sont vraiment comme des trucs qui sortent de la terre. Là. Puis là, eux, c'est comme une swarm, là, c'est comme des fourmis ou des insectes qui viennent et qui peuvent t'attaquer, plutôt que l'idée du vampire seul dans son château, qui va séduire les gens et qui va les avoir dans son piège. Mais là, tu as le contraire. Là, tu as vraiment comme la masse. C'est pour ça aussi que c'est lié à la potentialité. Fait qu'il y a plusieurs choses. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Il y a tellement d'aspects à ces genres de monstres qu'on pourrait parler. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses auxquelles tu pensais. Ben, un aspect, je pense que tu as mentionné, mais où ça vaut la peine de donner des exemples, là, c'est, euh, je pense, dans le cas d'elfes, par exemple, ou de lutins ou de gobelins qui vont nous donner des choses, mais comme rire dans leur barbe en même temps parce que ça va nous transformer de façon où on va l'échapper. Tu as donné quelques exemples, mais c'est comme, tu viens d'en donner quelques-uns, là, je pense que ce soit vif là, dans la tête des personnes. Là. Mettons, la façon dont je peux dire que le potentiel qu'on a de construire des automobiles, comme cette ingénierie-là, comme quelque chose de mécanique, de technique, ce savoir-là, quand on a reçu ça, ça a aussi eu plein d'influences énormes sur la façon dont on construit nos villes, sur la façon dont maintenant, si je veux aller travailler, il faut que j'aille en auto. Ben, à cette heure, c'est la COVID, fait qu'on y va à Oui. distance, mais ça, c'est un autre lutin. Oui. Mais tu sais, si je veux aller faire l'épicerie, il faut que je prenne l'auto. Si je veux faire telle affaire, comme on est rendu dépendant de ce genre d'affaires-là, ça a une influence, ce potentiel-là a eu une grosse influence après sur le reste de notre vie. Puis même chose sur d'autres affaires. Là, je viens de mentionner les médias sociaux, par exemple, la technologie qu'on utilise pour se parler présentement, mais ça aussi, c'est comme un lutin qui nous a donné ça, puis ça a eu plein de bons aspects, mais ça a changé notre vie de plein de façons qu'on ne devine pas aussi. Oui, mais une des meilleures histoires pour comprendre cet aspect-là, disons, des monstres du bas, là, c'est l'histoire de Rumpelstiltskin.
Fait que, ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là, l'histoire de Rumpelstiltskin, c'est un homme qui, devant le roi, fait une gaffe énorme par stupidité puis juste par désir de se vanter. Il dit que sa fille est capable de changer la paille en or, de filer la paille en or. Fait que là, le roi, c'est sûr, il dit à la fille de venir dans son château, puis il lui demande de faire ça. Okay? Mais elle, c'est sûr, elle n'est pas capable de faire ça. Fait que là, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Puis là, il y a un lutin, Rumpelstiltskin, qu'on ne connaît pas son nom, qui arrive. Puis ce lutin-là, il dit, moi, je peux le faire pour toi. Fait que là, c'est sûr, mais c'est intéressant parce que elle est quand même en danger. C'est un vrai danger. Mais le lutin dit, moi, je peux le faire pour toi. Puis il faut juste que tu me donnes quelque chose en échange. Donc, il faut que tu me payes. Fait que là, elle a un bijou, je ne me souviens pas quoi. Elle donne son bijou à Rumpelstiltskin. Puis Rumpelstiltskin, il fait ça, il change la paille en or. Là, le lendemain, c'est la même chose qui arrive. Il lui donne un autre bijou. Puis là, le troisième jour, le roi lui fait comme à la fille, comme un genre de dernière menace. En plus, si elle ne réussit pas à le faire, le roi va la tuer. Là. Ça, c'est pas un détail. Mais là, il dit à la fille, si tu réussis à faire toute cette paille-là, là, c'est encore plus de paille. Tu vas être ma femme. Puis si tu ne réussis pas, ben, je vais te tuer. Puis là, c'est vraiment là, les deux extrêmes qui se manifestent. Mais là, quand Rumpelstiltskin y arrive, elle n'a plus rien à lui donner. Fait que là, lui, il lui dit, il faut que tu me donnes ton premier fils. OK? Puis elle est mal prise, elle ne sait pas quoi faire, fait qu'elle accepte. Puis finalement, ça marche, elle marie le roi. Puis là, quand son fils arrive, ben là, Rumpelstiltskin, il vient, puis il dit, il faut que tu me donnes ton fils. Puis elle capote, c'est ça, elle dit, dis-moi une chance, dis-moi quelque chose. Puis Rumpelstiltskin, il dit, si tu réussis à deviner mon nom, parce qu'elle ne connaît pas son nom, là, à ce moment-là, tu vas pouvoir, je ne vais pas prendre ton fils. Fait qu'elle envoie, elle invente tous les noms qu'elle peut, puis quand là, il vient le lendemain, elle lui dit tous les noms, puis il rit. Ben non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Puis là, c'est 3 jours, comme toujours dans tous les contes. Puis le dernier jour, elle envoie ses chevaliers jusqu'au bout du monde pour trouver tous les noms les plus bizarres qu'elle peut trouver dans les royaumes adjacents, tout ça. Puis un des chevaliers se perd, puis là, il trouve Rumpelstiltskin dans la forêt, puis là, il l'entend dire son nom. Puis il lui ramène, puis là, finalement, elle dit le nom à Rumpelstiltskin, puis quand elle dit ça, ben là, Rumpelstiltskin, il disparaît, il explose, je sais pas, là, il s'en va, ou c'est fini. Fait que ça, c'est une histoire qui est super bizarre, c'est super étrange comme histoire, mais si on pense à ce qu'on a dit par rapport à la potentialité qui arrive par le bas, puis qui offre quelque chose, mais tu peux comprendre que ce que ces monstres-là, finalement, peuvent demander de nous, c'est quelque chose comme notre attention, ou quelque chose comme l'attention qu'on devrait donner à d'autres choses, on pourrait dire comme ça. Puis c'est l'image ou la chose la plus précieuse, la chose cachée, c'est tout ce genre d'imagerie-là qui est en échange pour le potentiel. OK? Fait que tu peux l'imaginer. Fait que c'est ça pour ça que lui, dans le fond, ce qu'il veut, c'est son fils. Il veut vraiment la chose la plus précieuse pour elle. Puis lui, ce qu'il va lui offrir, c'est un genre de pouvoir. Fait que tu peux le comprendre, tu sais, juste en général, là, on a l'idée, disons, de la personne qui sell out. C'est la personne qui va sacrifier la chose la plus importante pour elle dans le but d'avoir beaucoup d'argent ou dans le but d'avoir beaucoup de pouvoir. Il va être prêt à se trahir lui-même dans le but d'avoir beaucoup de pouvoir qui vient d'en bas. Bien, c'est de l'exemple, cette histoire-là, c'est exactement cet exemple-là. Mais ce pouvoir-là, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de la technologie, ça peut être un pouvoir temporel dans le sens de pouvoir sur les autres. Ça peut aussi être avoir quelque chose que tu veux, avoir une femme que tu désires super gros, puis tu es prête à compromettre tes valeurs pour l'avoir. Ça peut être plein d'affaires. Mais c'est vraiment cette idée-là que c'est ça un peu le danger des monstres en dessous. C'est qu'eux, ils veulent ton identité, ils veulent la chose précieuse pour t'offrir le potentiel. Dans un monde normal, c'est quelque chose qui se fait par union, où tu as comme l'identité qui va descendre dans le potentiel pour donner quelque chose. Maintenant, ce genre d'échange-là avec ces monstres-là, c'est l'idée de vendre ton âme à Satan ou au démon pour avoir un pouvoir plus grand. Puis l'histoire de Rumpelstiltskin, c'est exactement cette histoire-là. C'est comme ça qu'on peut comprendre les monstres qui viennent par en bas, comme. Puis tu peux comprendre aussi, même par rapport à ce que je disais tantôt, les passions, tu peux le comprendre par rapport aux passions aussi, c'est la même chose. Tu as une passion pour quelque chose, puis là, tu es prête à sacrifier ton attention, sacrifier ton identité dans le but juste d'avoir du plaisir ou d'avoir quelque chose qui vient d'en bas, disons. Mhm.
Peut-être un autre truc, je ne sais pas s'il y a moyen dans l'histoire de Rumpelstiltskin d'aller chercher quelque chose peut-être qu'on n'avait pas dit par rapport à la façon de dealer avec la technologie quand on a parlé il y a 2 semaines. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux dans le flip qui se passe aussi avec Rumpelstiltskin où finalement la princesse, elle a comme tout là, à la fin, là, elle a réussi comme à pas se faire avoir par le potentiel, mais c'est dur à faire, à justement pas se faire avoir par ce potentiel caché-là. Là. Oui. Souvent, on le fait sans s'en rendre compte. Est-ce qu'il y Mais a la quelque chose raison, c'est d'aller parce chercher? qu'elle a trouvé le nom. Ça, elle a trouvé son nom. Ouais. Mais ce que ça veut Elle l'a dire, c'est que nommé. Ouais. si tu connais ou si tu intègres le but réel d'une technologie, tu sais, ou son but spirituel, on pourrait dire même, à ce moment-là, tu n'es plus en danger d'être un Mhm. esclave de cette technologie-là, en théorie. C'est très théorique, mais disons, c'est la même chose. Si tu dis, disons que l'exemple qu'on a aujourd'hui, c'est le téléphone, là, qui est comme vraiment notre danger. Là. Si tu réussirais à trouver la fonction idéale du téléphone, disons son but spirituel, à ce moment-là, ça serait incroyable. Tu pourrais tout avoir parce que là, tu aurais un pouvoir immense, tu ne serais pas en danger de donner l'esclave de cette machine-là. Il n'y a pas grand monde qui réussisse à le faire, mais pour ceux qui réussissent à le faire, ben, ils ont, comme tu dis, they have it all. Ils peuvent un peu tout avoir, mais c'est un chemin dangereux parce que tu risques beaucoup. Tu risques de perdre ton enfant, dans le fond. Tu risques de perdre la chose essentielle. Mhm. Puis elle y va un peu comme, comment je pourrais te dire, c'est comme un peu comme ça qu'elle lui arrive un peu par chance ou un peu par extrême, qu'elle arrive à bout de ça. Mais disons, la majorité des gens, ils se perdent dans le chemin. Ouais. C'est bon. Un autre aspect que j'avais envie de parler, c'est comme d'autres associations qu'il y a entre ces monstres-là du potentiel, puis des choses noires ou du côté du potentiel, là, avec le fait qu'ils sont souvent comme, fascinés par l'argent. Par exemple, on a l'idée je sais pas, par exemple, les nains dans les mines, là, qui sont pas dans le Seigneur des Anneaux, là, qui vont juste comme creuser, creuser, creuser pour aller chercher les richesses, là, comme cette obsession-là pour le potentiel, justement, là, la multiplicité. Puis, une autre affaire, je me demandais pourquoi. Mais la métallurgie en général, là, comme on l'a dit, là, l'idée de la métallurgie, c'est important parce que c'est vraiment lié, au moins dans la tradition chrétienne, c'est relié avec la chute, puis Caïn, la descendance de Caïn. Puis dans l'histoire grecque, c'est la même chose. Héphaïstos, il est comme un dieu qui est rejeté du Panthéon, qui est rejeté du mont Olympe, comme Caïn est rejeté aussi de la présence de Dieu, disons. Puis c'est ça qui fait que c'est comme si au lieu de. Tu peux l'imaginer comme ça, c'est-à-dire tu es censé de regarder en haut. Puis là, parce qu'ils sont comme rejetés de ça, au lieu de regarder en haut, ils essaient de trouver la valeur en bas. Ils essaient Mhm. de creuser dans la terre pour trouver les choses qui ont de la valeur dans la terre. Puis ça, souvent, ça mène, ben, l'image dans le Seigneur des Anneaux, c'est une des meilleures images. À un moment donné, Gandalf, il dit, ils ont trop creusé. Ils ont creusé trop profond, puis là, ils ont découvert un démon, dans le fond. Qu'il y a un démon qui s'est comme levé de ce désir de chercher dans le bas pour la valeur. Bien, ça manifeste d'autres monstres que tu n'avais même pas pensé qu'ils existaient. Les monstres commencent à apparaître, tu t'en rends même pas compte. Là. Mhm. C'est bon. Puis je pense la dernière chose que j'ai envie de mentionner, c'est on a parlé un petit peu de Marx tantôt, là, puis qui utilisait justement le vampire comme image de l'aristocratie, mais Marx va aussi utiliser l'image inverse là, disons, du lutin qui travaille comme étant positif à la révolution. Là. J'ai essayé de trouver une petite citation, là, puis à un moment donné, il raconte parmi les signes qui ahurissent la classe moyenne, l'aristocratie et les pauvres prophètes de la régression, nous reconnaissons notre brave ami Robin Guéluron, qui est un genre de lutin, la vieille taupe qui peut travailler si vite dans la terre, ce digne pionnier, la Révolution. Fait que cette association-là, tu sais, qui sort à une époque où il y a des grosses oppositions entre justement, disons, ce qui est en haut et ce qui est en bas. Puis c'était suffisamment fort dans l'imaginaire que même des gens comme Marx vont s'en servir vraiment. Oui, lui, Marx, il comprend intuitivement que sa révolution, c'est vraiment relié avec la terre qui s'élève. Tu sais, ce qui est en bas, vraiment, qui s'élève pour comme prendre le pouvoir sur ce qui est dessus. Fait qu'il le comprenait de façon économique, c'est sûr, de façon sociale, mais il semblait aussi le comprendre carrément de façon narrative, de façon mythologique. C'est quand tu vois cette idée-là, puis c'est super intéressant, puis c'est super important de comprendre que l'idée que Marx a, c'est du monstre qui participe à la révolution, c'est important de comprendre que c'est quelque chose qu'on a vu, nous, dans notre temps,
qu'on a vu se manifester de plus en plus au niveau narratif dans la culture, que ce soit dans les émissions d'enfants où les monstres sont gentils, où les monstres sont tes amis. Sesame Street aux États-Unis, c'était vraiment ça. L'exemple de How to Train Your Dragon, là, Comme entraîner ton dragon, quelque chose c'est comme ça. ça, j'imagine. Dans cette histoire-là, tu as vraiment ça. Tu as vraiment l'idée comme du monstre, comme un genre de potentiel que tu peux contrôler, que tu peux diriger, qui est vrai. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que plus que l'histoire avance, plus que tu réalises à la fin, dans le dernier film, que les dragons sont meilleurs que les humains, en fait. Ils sont mieux. Puis que même les contrôler, c'est vraiment mauvais, qu'il faut comme les laisser libres. Puis là, il y a comme l'idée, en fait, c'est ça, c'est un peu comme l'idée de la potentialité qui doit comme exister en soi, que juste de contraindre la potentialité en soi, c'est un péché. T'sais. Ça, si tu veux voir le discours extrême environnementaliste, tu peux voir exactement ça. L'idée que contraindre la potentialité, c'est en soi un mal. Puis que toute forme d'acte sur la potentialité, c'est vu comme étant immoral à la base. Ça se manifeste de façon narrative. Fait que, les gens ont des émotions quand ils ont des émotions liées à ça. C'est totalement contradictoire parce que c'est impossible. Tu ne peux pas vivre dans ce monde-là, un monde où l'être humain ne contraint pas la réalité naturelle d'une façon ou d'une autre. Mais ça démontre jusqu'à où la pensée de Marx, c'est pas juste une pensée, ou la pensée révolutionnaire, c'est pas juste une pensée qui s'est manifestée dans l'histoire au niveau de conflits entre les classes sociales, mais que c'est entré vraiment profondément dans l'imaginaire, puis ça s'est manifesté même dans nos histoires, dans nos films, dans nos romans, comme l'idée ultimement que, comment je peux dire, que les monstres, ils peuvent être gentils. Le dragon, il peut être gentil, même plus gentil que toi même. Mm-hmm. Puis est-ce qu'on a l'image inverse aussi qui se passe, là, où c'est en même temps que ce récit-là, où on donne de plus en plus de place, disons, au potentiel pur, est-ce que tu vois aussi des récits où on veut affirmer de plus en plus, disons, un ordre comme totalitaire aussi? Oui, c'est les deux en même temps. C'est parce que c'est ça aussi qui arrive, que c'est difficile de le garder dans notre esprit parce que ça semble tellement impossible. Mais le problème des extrêmes, il se manifeste en même temps, soit comme une pendule qui se promène d'un à l'autre, ou soit carrément en même temps. Mm-hmm. Tu as comme l'histoire, un exemple là, en ce moment, tu as comme une vision de l'amour de tout ce qui est étrange, de comme le désir d'accommoder tout ce qui est exceptionnel, d'accommoder tout ce qui est comme une idiosyncrasie, qui est comme qui est pas une identité, mais en même temps, une peur d'un virus, une peur de l'infection, un désir de contrôler tout le monde, d'isoler tout le monde. C'est comme, c'est vraiment les deux extrêmes qui se manifestent en même temps. Puis les gens ne sont pas capables de comprendre que c'est vraiment lié à notre incapacité de trouver un équilibre entre la relation normale avec ce qui est étrange, ce qui est même impur, ce qui est même sale, ce qui est même infecté. Il faut avoir une relation avec ces choses-là, sinon on devient fragile. Comment trouver l'équilibre entre la relation avec ces choses-là et le désir de se protéger, de quand même rester sain, de garder notre identité, toutes ces choses-là aussi sont importantes. Mais l'équilibre, il est dur à trouver. Puis une fois que les extrêmes commencent à se manifester, bien là, on tombe dans la monstruosité à tous les niveaux. Là. Mm-hmm. Et soit l'espèce de monstruosité tyrannique ou la monstruosité chaotique là, des gobelins. Mm-hmm. Mm-hmm. C'était un peu dense à la fin, là, quand tu parlais de la monstruosité qui est tyrannique. Est-ce qu'on peut faire un lien avec les vampires? Là? Oui, c'est ça. C'est-à-dire c'est un excès de tyrannie, une tyrannie de la limite, on pourrait dire. C'est un moment où l'idée de tout compter, là, c'est vraiment ça, l'idée que le vampire, il veut tout compter, il veut tout calculer, il veut tout contrôler. C'est drôle parce que on te prend tellement pour acquis que c'est normal, de tout compter, de tout tracer, de tout pour être efficace, puis tout ça, on pense que c'est normal, mais on ne saisit pas jusqu'à quel point faire ça, ou notre société technologique, notre société où l'ordre est extrêmement rigide, c'est une société fragile qui est constamment en danger de s'écrouler parce que
tous les systèmes sont tellement alignés que si tu tasses une coche, là, tout d'un coup, tout le système de livraison, le système de santé, l'Internet, tu vas à l'épicerie, puis là, tu mets ta carte, ça fait ding, là. Ça, c'est hyper fragile. Si ça tombe, qu'est-ce qui arrive quand tu ne peux plus manger? C'est comme avant, Si il y on n'a avait pas de juste courant, ça ne va pas bien, là. Il n'y a plus grand-chose qui marche. ça. C'est qu'on ne réalise pas jusqu'à quel point c'est fragile, mais on le réalise inconsciemment. C'est pour ça que les deux extrêmes, ils se manifestent comme en même temps. Mais les gens ont de la difficulté à voir les deux narratifs. Les gens peuvent exister, les gens sont pleins de contradictions. Ils peuvent, en même temps, promouvoir deux contrats totaux au niveau de la logique ontologique, là, au niveau de la façon dont les choses existent, sans s'en rendre compte, malheureusement. Mhm. C'est bon. Ah, c'est cool. Là, je pense qu'on a bien fait le tour de ces deux genres de Ces monstres-là. deux Puis, genres de monstres-là. ouais. Puis il y en a encore plein d'autres à parler. Là, on va pouvoir faire plein d'épisodes sur les monstres sans aucun problème. Un truc que j'avais envie de dire aux gens aussi, c'est que j'ai commencé à aller regarder les commentaires en général que les gens laissent. Puis j'ai accumulé quelques questions déjà que les gens avaient laissées. Fait que j'ai envie que dans un des prochains épisodes, on pourrait faire un genre de questions-réponses là, où je prends les questions des gens puis on pourrait y répondre. Fait que n'hésitez pas. Là, j'ai plus de temps. Là, je suis capable de regarder les commentaires et d'interagir un peu. Fait que laissez des idées, des commentaires que vous avez ici. Là, je vais pouvoir les regarder puis les ajouter à la banque. Là, puis on va pouvoir essayer de répondre à ça. Ça va me donner aussi une bonne idée de donc, qu'est-ce qui intéresse les gens qui écoutent puis vers où un peu aller. Oui, c'est une super bonne idée. Là. C'est une super bonne idée. Puis peut-être même qu'à la limite, à un moment donné, on pourrait essayer de faire un truc live, Ouais. voir s'il y a des gens. Il faudrait savoir s'il y a des gens que ça les intéresse, parce qu'il y en a moins de gens en français, c'est sûr, là, qu'en anglais. Mais ça pourrait être le fun de faire un truc live puis interagir avec les gens dans le chat si on n'est pas trop puis que les gens peuvent poser des questions. Alors, dites-nous tout ça dans les commentaires, puis on va organiser quelque chose. Ouais. Parfait. Ouais, merci beaucoup tout le monde. On se revoit Salut bientôt. tout le monde. Bye Salut. bye.